bienvenue pour cette conférence du CIRIEC sur le thème « Donner du sens à l'argent ». Pour vous accueillir, je vais tout de suite passer la parole au président du CIRIEC France, Monsieur Alain Arnaud, et à Madame Catherine Gras, sa partenaire dans cette opération, qui représente l'association Galilée. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, au nom du CIRIEC France, de vous accueillir à cette conférence sur le thème de la finance et de son rapport à l'intérêt général, au cœur du ministère de l'économie et des finances, dans ce prestigieux amphithéâtre qui porte le nom d'un emblématique personnage politique, Pierre Mendès France. Vous êtes venus nombreux et pour certains de loin, et je vous en remercie bien vivement. Je salue mes amis qui nous font l'honneur d'être présents, le professeur Jorge Dessa, président en exercice du CIRIEC International et président du CIRIEC Portugal, monsieur Léopold Beaulieu, président du CIRIEC Canada, le professeur Imamura, vice-président du conseil du CIRIEC Japon, le professeur Bernard Thierry, directeur général du CIRIEC International, et l'équipe du siège qui n'est pas là, je crois, cet après-midi, mais qui représente également le CIRIEC Belgique, le professeur Aykash, président du CIRIEC Turquie, le professeur Philippe Bans, président du conseil scientifique du CIRIEC International. Je salue également mon amie Catherine Gras, fondatrice de l'association Galilée.sp, SP comme service public, partenaire du CIRIEC France et qui s'exprimera dans quelques instants. Et puis je remercie également les organisations qui apportent leur soutien à cet événement. Quelques mots du CIRIEC dans ce propos d'accueil, car beaucoup ne connaissent pas cette institution, probablement une des plus anciennes, qui s'intéresse à l'économie non lucrative, après, bien sûr, l'Alliance coopérative internationale. Le CIRIEC, c'est l'acronyme de Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative. C'est une organisation scientifique créée en 1947 par un professeur d'économie politique français, Edgar Millot, mais qui trouve sa source en 1908, lorsque Edgar Millot, alors collaborateur de Jean Jaurès et proche de Léon Blum et Vincent Auriol, créa une revue scientifique internationale, les Annales, qui recueillait alors des travaux sur les modèles économiques qui servent l'intérêt collectif, principalement l'économie publique à l'époque, mais aussi coopérative. Après les guerres mondiales, ce grand militant de la paix qui était Edgar Millot a souhaité donner un avenir à sa revue Les Annales et provoquer un nouvel élan à la recherche sur l'économie collective, convaincu que le maintien de la paix dans ce monde passait par le progrès économique et social et par une juste redistribution des richesses créées. Et c'est pour cela que le CIRIEC a été institué en Suisse le 12 février 1947, en marge de l'Assemblée générale du Bureau international du travail, avec l'appui des grandes personnalités politiques et syndicales de l'époque, notamment suisses, belges et françaises. Son siège est aujourd'hui à Liège, en Belgique, et le CIRIEC France, quant à lui, a été créé en 1950, nous fêterons les 70 ans l'an prochain, avec le concours de hautes personnalités de la République, telles que Léon Blum, Édouard Herriot, Guy Mollet. Les premiers présidents furent Léon Jouot, prix Nobel de la paix en 1951, Paul Ramadier, Albert Gazier, Gabriel Vantéjol. Et puis plus récemment, je ne peux pas ne pas le citer, Jacques Fournier, l'un de mes prédécesseurs, grand serviteur de l'État présent parmi nous. Aujourd'hui, le CIRIEC comprend avec la France 20 membres, 13 sections nationales et 7 membres collectifs en Europe, Amérique latine, Canada et Japon.
et s'appuie sur un réseau scientifique de quelques 750 universitaires et experts praticiens répartis dans 60 pays du monde. Alors si j'évoque ce trait historique, c'est pour bien sûr rappeler la mémoire de ce grand militant de la paix qu'était Edgar Milo, très connu et apprécié à son époque, mais quelque peu oublié de l'histoire sociale. C'est aussi pour indiquer que les théories économiques élaborées par ce grand visionnaire il y a près d'un siècle sont d'une particulière actualité dans ce monde tourmenté et inégalitaire tel que nous le vivons. Vous l'aurez compris, l'ADN du Siriec d'aujourd'hui, c'est de poursuivre dans la voie tracée par Edgar Milo pour développer plus que jamais la recherche scientifique et l'information sur les modèles économiques qui servent l'intérêt général, qui créent de la valeur collective, que cette création de richesse émane de la sphère publique ou de l'économie sociale et solidaire, ou de préférence des deux conjointement. C'est en tout cas le sens des travaux de recherche qui sont menés au Siriec France, où de nombreux thèmes en lien avec l'intérêt général et la préservation des biens communs sont abordés par les équipes universitaires et de praticiens de terrain qui partagent nos valeurs fondamentales. Et c'est dans la continuité de ces travaux et par rapport à l'intérêt général qu'il nous est apparu nécessaire de mettre en débat et en réflexion la finance, dont on dit souvent beaucoup de mal, probablement à juste titre, mais qui est au cœur des modèles économiques et de la stabilité des sociétés. Et ainsi, vous l'aurez vu dans le programme, nous avons voulu organiser cette conférence en 3 temps. Un premier temps pour faire un point sur la situation financière internationale après la grave crise bancaire et financière de 2008. Celle-ci avait fait prendre conscience des dégâts économiques et sociaux que pouvait causer un système financier international tourné vers la spéculation, déconnecté de l'économie réelle, mal régulé en raison des flux considérables d'argent noir et d'argent sale qui échappent au contrôle des autorités. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les risques d'une nouvelle crise financière sont écartés? Quel est l'état de la régulation? C'est une première série de questions. Un deuxième temps pour évoquer le rôle des banques en faveur de l'intérêt général et la perception qu'en a l'opinion publique. Les banques ont été violemment critiquées après la crise financière, critiques qui s'ajoutent à la mauvaise presse dans l'opinion publique d'un secteur jugé, à tort ou à raison, peu transparent, prenant trop de risques sur les marchés financiers au détriment du financement de l'économie réelle. Quelle est la réalité de ces critiques? Peut-on mieux faire comprendre le rôle des banques et améliorer l'image du banquier dans la société? Voilà une série d'autres questions. Et un troisième temps pour aborder la question de l'avenir de la finance socialement responsable dans ce monde en pleine mutation. Il est heureux que dans ce contexte de finance mondialisée mal maîtrisée, face aux multiples enjeux économiques, sociaux et environnementaux, l'idée se soit développée d'une finance plus raisonnable au service d'une économie plus éthique, plus responsable et plus solidaire. Alors, quels sont les enjeux et les défis aujourd'hui? Peut-on donner du sens à la finance? Avec quelles perspectives? Voilà toutes les questions que nous avons souhaité mettre en débat au cours de cette conférence, étant entendu qu'il ne s'agit pas là d'un aboutissement, mais bien d'un nouveau départ pour faire collectivement œuvre utile pour la collectivité. Je vous remercie à nouveau de votre présence et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, bienvenue aux membres du réseau international du Siriec et à tous ses partenaires. Finance et intérêt général, où en sommes-nous actuellement? Alors, Galilée.sp comme service public, comme le disait Alain Arnaud tout à l'heure, a pointé sa lunette astronomique, Galilée, on ne s'invente pas, sur 2 rapports récents. Et j'en ai extrait pour vous aujourd'hui 2 citations pour les soumettre à notre réflexion. Première citation, « La financiarisation de l'économie et le court-termisme pèsent sur la vie de l'entreprise. »
Deuxième citation, il faut remettre les finances au service de l'intérêt général. Alors, dans ces deux phrases, il y a d'une part un constat lucide sur notre réalité économique d'aujourd'hui. La financiarisation de l'économie et le court-termisme pèsent sur la vie de l'entreprise. Et il y a d'autre part un objectif, remettre les finances au service de l'intérêt général, un objectif formulé pour redonner un vrai sens à l'argent et une vocation noble au système financier. Alors maintenant, qui a écrit ces deux phrases? Je vais citer mes sources. Premièrement, la financiarisation de l'économie et le court-termisme pèsent sur la vie de l'entreprise. Eh bien, c'est un constat, c'est celui d'un binôme de deux personnalités économiques françaises, une ancienne syndicaliste française, Nicole Notat, et un chef d'entreprise, Jean-Dominique Sénard, encore plus connu aujourd'hui, puisqu'il est maintenant le nouveau PDG du groupe Renault. Ils ont tous deux remis, il y a un an, en mars 2018, un rapport à 3 ministres français, dont Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Et leur constat est la financiarisation de l'économie et le court-termisme pèsent sur la vie de l'entreprise. Oui, ce court-termisme et cette financiarisation pèsent comme une chape de plomb sur les projets d'entreprise et c'est un obstacle réel à la nécessaire responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Deuxième phrase, cette fois-ci c'est un objectif, c'est l'objectif de remettre les finances au service de l'intérêt général. Alors c'est l'axe général proposé par le rapport 2018 de Caritas France. C'est un rapport constructif qui propose des pistes sérieuses pour redonner du sens à l'argent et permettre à ceux qui ont des besoins non solvables de se construire aussi grâce à un présent solidaire. Alors nous sommes ici ensemble cet après-midi, aujourd'hui, à la croisée de ces chemins. Et vous avez à les explorer avec 3 tables rondes. Nous aurons à les explorer. Croisée des chemins, en effet, car l'actuel système financier, c'est, je vais citer à nouveau, le triomphe de la cupidité. L'expression n'est pas de Galilée, c'est l'expression bien sentie de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Le système est fragile, il nous fait tous vivre dangereusement, too big to fail, trop grand pour s'effondrer. Eh bien, c'est faux. Et nous avons, nous, citoyens contribuables, en 2008-2010, renfloué les caisses de banques privées pour que le système dans son entier ne s'effondre pas en nous entraînant. Le système financier néolibéral mondialiste est cupide, à bout de souffle, et n'est pas à la hauteur des défis humains d'aujourd'hui. C'est du moins la pensée, le constat, écrit depuis quelques années par Galilée.sp. Il y a tout juste quelques semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, dans ses vœux aux Français pour 2019, a dit une phrase qui nous a beaucoup intéressés et que la presse n'a pas vraiment reprise. Que disait-il ? Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Sa parole rejoint les analyses et les écrits de Galilée. Nous serons donc attentifs aux propositions que le président de la République fera pour enclencher un nouvel ordre financier vraiment soucieux de l'intérêt général. Oui, nous sommes à la croisée des chemins, car les défis de la continuation de la vie sur Terre sont réels. Nous sommes à l'ère de l'Anthropocène, et que voyons-nous ? Les riches n'ont jamais été aussi riches et aussi peu nombreux. Ce sont les travaux de Thomas Piketty. Les espèces vivantes sur Terre disparaissent à un rythme accéléré. 60% des espèces vivantes ont disparu dans les 40 dernières années. Les mouvements migratoires de l'humanité vont être sans précédent
en raison de la détérioration accélérée du climat, des pénuries et des régimes non démocratiques. Alors oui, nous savons tout cela. Il n'y a pas à faire l'autruche qui cache la tête dans le sable. Il faut regarder notre réalité en face et réagir. Il est donc vraiment urgent de donner du sens à l'argent, car l'argent a la capacité de nous aider à entrer dans un 21e siècle positif. Comment travailler dans cette perspective? Je conclurai mon propos en 3 points. Premièrement, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut donc construire le nouveau cadre dont nous avons besoin dès maintenant pour relever ensemble les défis d'aujourd'hui. Deuxièmement, il faut donner, et c'est à nous de le faire, une vocation positive au système financier. Et il faut orienter résolument ce système financier vers l'intérêt général. Troisièmement, mettre en œuvre l'intérêt général, eh bien, c'est une action quotidienne. C'est s'assurer constamment que personne n'est otage, c'est s'assurer constamment que chaque décision prise va profiter à tous et à chacun, c'est s'assurer que personne ne sera écarté, surtout pas les plus pauvres ou les plus faibles. L'intérêt général, voici notre boussole pour réussir l'aventure de l'humanité au XXIe siècle. Alors oui, donnons du sens à l'argent en mettant les finances au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, Madame Gras. Alors, nous allons maintenant ouvrir nos réflexions avec un panorama du système financier international. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir 4 orateurs que je vais vous présenter. Je vais commencer par Madame Chaunet, bien sûr. Vous êtes Senior Risk Analysis Officer à l'ESMA, le European Securities and Markets Authority. Merci d'être venu nous rejoindre pour nous exposer le contrôle, l'ange gardien européen, peut-être que vous pouvez être dans ces marchés débridés. Professeur François Morin, à côté de vous, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Monsieur Bruno Moschetto, pardon, j'ai dit Bruno à l'italienne, c'est une déformation, voilà. Là, à l'allemande aussi, Bruno Moschetto, Senior Fellow à l'ESCP Europe, et professeur Luc Bernier, professeur à l'Université d'Ottawa, au Canada, évidemment. Alors, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, professeur Morin. On sent effectivement encore les échos de cette tempête financière de 2008 dont parlait M. Arnaud, surtout en Europe. On s'est un peu moins bien remis que l'Amérique. On nous annonce, alors qu'on a encore un peu la gueule de bois de cette tempête, on nous annonce une nouvelle crise financière qui pourrait être encore pire, un ouragan encore plus important que ce qu'on a connu il y a 10 ans, selon certains. Et est-ce que ces crises très violentes des marchés financiers sont inéluctables dans le passé, dans l'avenir? Est-ce que vous partagez aussi cette analyse et ces sombres perspectives? À vous la parole. Alors vous avez le pupitre et la télécommande de l'appareil de projection. Je n'ai pas la télécommande. Ah ben, alors ça ne va pas du tout aller parce qu'il n'y aura pas de projection aussi. Merci à notre écart de me laisser la parole, mais messieurs les présidents, monsieur le président, j'ai beaucoup de plaisir à intervenir maintenant sur le sujet que vous proposez. J'interviens, je le précise tout de suite, à double titre. Certes, je suis universitaire, mais j'ai siégé pendant 9 années au Conseil de la Banque de France, et c'est un petit peu fort de cette expérience que je voudrais vous parler maintenant. Alors oui, cette finance mondiale, sa globalisation, eh bien, on peut l'analyser sous plusieurs angles actuellement, et pas simplement sous l'angle conjoncturel d'une prochaine crise qu'on peut annoncer, mais aussi sur ses fondements, son socle structurel. Et donc, je vais découper mon
mon propos en deux parties, peut-être les éléments structurels, ce qui fait le panorama sur le fond de cette finance aujourd'hui, et puis ensuite, j'aborderai peut-être plus rapidement les éléments plus conjoncturels. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça marche. Alors, vous avez sous les yeux une première ligne qui est la ligne du temps. Et à travers cette ligne du temps, je vais analyser les 4 processus structurels qui font aujourd'hui qu'on a une finance globalisée. Ces 4 processus sont en interaction entre eux et je vais les analyser rapidement les uns après les autres. Le premier processus, comme vous le voyez, commence en 1971 avec ce qu'on peut appeler la libéralisation des marchés d'échange et la libéralisation donc du taux de change, qui est un premier prix fondamental de la monnaie. Ensuite, dans le courant de ces années 70, vous allez avoir un second mouvement extrêmement important qui va être la libéralisation des taux d'intérêt avec l'émergence de marchés obligataires très puissants. Ce processus est lié au fait tout simplement que eh bien, les États sont amenés progressivement à ne plus financer leurs dettes, leurs déficits par la planche à billets, mais en recourant au marché obligataire, au marché financier. Et donc, avec la création de ces marchés obligataires très puissants, les taux d'intérêt dans le monde, enfin parmi les nations en tous les cas les plus développées, deviennent des prix de marché. Donc, deuxième grande libéralisation, deuxième prix fondamental de la monnaie, libéralisation des taux d'intérêt. Troisième grande libéralisation qui va intervenir au début des années 90, c'est la libéralisation des mouvements de capitaux à l'échelle internationale. Alors, avec ces 3 libéralisations successives, on a une sphère, évidemment, qui devient globale, une sphère monétaire et financière qui devient globale, mais comme ça provoque évidemment beaucoup de chocs sur les entreprises, le fait qu'on ait des taux d'intérêt variables, des taux de change variables, eh bien, il y a eu la création d'un autre marché qui est le marché des produits financiers dérivés. Ces produits financiers dérivés, c'est tout simplement des couvertures, des assurances pour prémunir l'économie réelle, donc les entreprises, des variations incessantes des taux d'intérêt et des taux de change. Donc, on a créé ce marché énorme, et j'en dirai encore un mot tout à l'heure. Donc, voilà les 3 grandes libéralisations, et ces 4 processus, évidemment, sur le plan symbolique et pratique, vont donner un rôle tout à fait fondamental à ces marchés financiers, et à l'épargne en particulier, et à la lutte contre l'inflation. Car pour que les marchés financiers puissent fonctionner normalement, il ne faut pas que les taux d'intérêt réels soient négatifs, mais il faut qu'ils soient positifs. Et donc, la lutte contre l'inflation, et donc le rôle des banques centrales qui vont devenir indépendantes, va être tout à fait crucial dans le courant de ce processus. Évidemment, cela va orienter aussi les politiques économiques, puisqu'il ne faudra plus gérer, comme on dit, n'importe comment les finances publiques. Il faudra des politiques économiques très rigoureuses, voire austéritaires. J'en arrive au deuxième processus, qui n'est plus macro-financier, mais micro, si je puis dire, avec, on en a parlé à l'instant, la financiarisation des entreprises. Alors, cette financiarisation vient d'assez loin. Elle commence au début des années 80 aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, sous l'influence de réformes fiscales très importantes. Et ces réformes fiscales font émerger de très grands investisseurs institutionnels qui vont intervenir sur les marchés financiers avec leurs exigences qui vont apparaître notamment en Europe dans le courant des années 90 et en France au milieu des années 90 avec ce qu'on a appelé ces rentabilités financières exorbitantes de 15%, voire plus, pour les entreprises non cotées. Et donc, évidemment, ce processus va bouleverser complètement les entreprises, la gouvernance des entreprises, à travers notamment le marché du travail et l'organisation du travail en général. Ensuite, évidemment, lié à ce processus, il faut le souligner, ça a été dit tout à l'heure aussi par la précédente intervenante, ce processus de financiarisation va entraîner des inégalités gigantesques, et notamment des inégalités de revenus, puisque ce qui va être en cause à travers ce processus de financiarisation, c'est de donner aux entreprises de nouveaux objectifs. Autrefois, c'était la maximisation du profit sous contrainte.
C'était l'objectif classique qu'on apprenait dans les manuels, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le nouvel objectif, c'est créer de la valeur pour les actionnaires. Et donc, à partir du moment où on a cet objectif-là, il est clair que, à travers les plus-values réalisées, les dividendes versés, la croissance de l'inégalité des revenus, évidemment, va s'accroître très fortement avec cette financiarisation. Et on voit très bien, à partir des années, fin des années 80, début des années 90, une croissance tout à fait exceptionnelle des inégalités salariales. Troisième processus, la formation de ce que j'appelle ici l'oligopole bancaire mondial. Cet oligopole, il se forme, c'est-à-dire une structure, oligopole, c'est une structure de marché où dominent de très grandes entités par rapport à une foultitude de petites entités. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans le domaine bancaire à l'échelle mondiale à partir du milieu des années 90, moment où, je l'ai dit tout à l'heure, la globalisation des marchés monétaires et financiers intervient. Dans cette globalisation, eh bien, les principaux acteurs que sont à l'époque les banques vont être obligés de se restructurer pour acquérir des tailles à la dimension de ces nouveaux espaces de transactions. Et la signature de l'oligopole, sa formation, donc, va intervenir en 2005, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit les premières grandes ententes, les premières grandes collusions entre des très grandes banques, celles qui sont notamment systémiques, qu'on appellera systémiques en 2012, donc 7 ans plus tard, mais les premières ententes vont se produire à partir de 2005 sur le marché des changes, sur les marchés de produits obligataires dont j'ai parlé, et sur les marchés de produits financiers. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet oligopole? Je vais en dire un mot, mais cet oligopole est extrêmement puissant puisqu'il va avoir un rôle tout à fait déterminant dans la fixation des taux de change, dans la fixation des taux d'intérêt, et puis aussi dans la manipulation de certains produits financiers dérivés, ce qui va conduire, à partir de 1995, à une série de crises de type systémique, dont la crise de 2007-2008, qui est une crise aussi de produits financiers dérivés. Alors, comme je vais le montrer dans un instant, il y a 14 banques dans le monde aujourd'hui qui fabriquent ces produits financiers dérivés, sur les 40 000 qui existent actuellement. Donc, on a affaire bien à un oligopole qui est générateur de crises systémiques. Dernier processus qui va interférer avec les 3 précédents, vous le voyez, c'est le dernier, c'est ce qu'on peut appeler le surendettement public, qui va intervenir après la crise de 2007-2008. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Les États vont être obligés de réagir par rapport à cette crise, non seulement dans plusieurs pays en nationalisant des banques, et parfois des banques systémiques, et puis surtout en soutenant l'activité économique. Et donc on voit très bien dans les courbes d'endettement des États, certes, ces courbes montaient régulièrement, mais il y a une coupure extrêmement brutale qui intervient à partir de 2007-2008 dans l'endettement public, et ce surendettement public est très directement lié à la crise financière de 2007-2008. Alors, conclusion de cette première partie, si on essaye de synthétiser peut-être ce qui fait le fond de l'affaire de ces processus structurels de la finance d'aujourd'hui, on pourrait le résumer d'une certaine façon en étant un peu provoquant, mais je crois que sur le fond c'est tout à fait juste et vérifié, c'est que la monnaie, c'est un bien précieux, la monnaie, eh bien, est devenue un bien complètement privé aujourd'hui, à l'échelle mondiale, parmi les plus grandes nations. Pourquoi? Parce que sa création échappe complètement aux États, puisque les banques centrales sont indépendantes, que les plus grandes banques sont des banques privées, et que ces 2 principaux prix, je l'ai dit tout à l'heure, sont des prix de marché, subissent l'offre subissent la loi de l'offre et de la demande pour chacun d'eux, hein, taux de change, taux d'intérêt, et qui plus est, dans ce monde de marché financier globalisé, dans ce monde de marché monétaire et financier globalisé, eh bien, les plus grandes banques, cet oligopole bancaire, arrivent à manipuler, à influencer les 2 prix fondamentaux de la monnaie. Et cet oligopole nous provoque des crises systémiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs reprises. Alors, je passe très rapidement sur 2 planches qui illustrent rapidement le propos, où
d'une certaine façon, les phénomènes d'entente ont été les plus marquants de la part de cet oligopole. Vous avez ici la structure du marché des changes en 2012. Vous voyez que, je regarde parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, que 10 banques sur les 40 000 qui existent dans le monde arrivent à maîtriser 80% des transactions sur le marché des changes. C'est bien une structure d'oligopole, surtout que les 4 premières en maîtrisent plus de la moitié. Et toutes ces banques ont été condamnées à partir de 2012 pour des phénomènes d'entente sur ce marché qui est absolument considérable, puisque le marché des changes, c'est le plus gros marché financier du monde, c'est 6 000 milliards de dollars par jour. 6 000 milliards de dollars par jour. Et donc, il y a des phénomènes d'entente. Et BNP Paribas a été condamné récemment, la semaine dernière, pour entente frauduleuse sur ce marché. Évidemment, ça ne fait pas forcément la une des journaux. Alors, je passe rapidement maintenant, Madame Tréca, si j'ai encore un peu de temps, à la seconde partie de mon exposé. C'est tellement intéressant que je n'ai pas regardé l'heure, donc je ne sais plus du tout. Allez-y, je vous en prie, allez-y, on va y arriver. Donc, mais je vais être un peu plus rapide sur la partie conjoncturelle. J'ai encore une planche quand même à vous montrer avant de passer à la partie conjoncturelle. Ce sont ces 14 banques qui produisent des produits financiers dérivés. Vous avez ici les encours notionnels de produits financiers dérivés, c'est-à-dire le montant des assurances qui servent à couvrir les risques liés aux variations de change et les risques liés aux variations de taux d'intérêt. Eh bien, vous voyez qu'il y a 14 banques, c'est les 14 premières, elles sont toutes réputées comme étant systémiques par le Conseil de stabilité financière. Et vous voyez qu'il y a une rupture entre la 14e et la 15e. Et vous avez un chiffre global qui apparaît en bas du tableau, 711 000 milliards de dollars. C'est pour l'année 2012 l'équivalent de 10 fois le PIB mondial. C'est pour vous donner un élément de grandeur. Il y a bien d'autres chiffres que je pourrais vous donner, mais je n'ai pas le temps. Un élément de grandeur de la puissance de ces très grandes banques systémiques qui font partie d'un oligopole qui est aujourd'hui au cœur du fonctionnement des marchés monétaires et financiers. Voilà les deux plans que je voulais présenter. Et maintenant, rapidement, très vite, il me reste combien de temps? 1 minute, 2 minutes? 1 minute. Bon, alors 1 minute. Donc, vous voyez, oui, c'est ça. Eh bien, en 1 minute, je vais dire des choses que tout le monde connaît. C'est la conjoncture actuelle de ces marchés. On va vers une récession mondiale qui est pratiquement commencée. Hein, vous connaissez la situation des pays de l'Europe de l'Ouest. Il y a un trou d'air en ce moment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Italie. Aux États-Unis, après une surchauffe, on est très inquiet de ce qui va suivre pour 2019 et 2020. Donc ça, c'est le premier élément conjoncturel. Deuxièmement, je n'insiste pas, parce que c'est dans tous les journaux, sur la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine, avec donc des tendances marquées au protectionnisme et une fragilisation accrue des pays émergents. Ensuite, nous avons 2 bulles financières énormes. C'est le troisième point. L'hyperinflation financière. Vous avez une bulle des actions qui est gigantesque. Hein. On est à 50% des cours de bourse au-dessus des moyennes historiques. Le Dow Jones a été multiplié par 4 depuis 10 ans. On a une bulle action qui est du reste entraînée, qui est accélérée par le crédit des plus grandes banques. Une bulle obligataire, nous avons des valorisations excessives des obligations du fait des bateaux d'intérêt. Et le jour où il y aura des taux d'intérêt qui vont remonter, évidemment, ça va provoquer une chute dans la valeur des bilans tout à fait considérable. Monsieur Morin, 5 secondes. Alors, donc des marges, alors là je l'ai déjà dit, excusez-moi, des marges pour les États tout à fait limitées maintenant pour intervenir. On connaît la rigueur des politiques économiques. Et enfin, l'impuissance des banques centrales qui sont prisonnières d'une contradiction fondamentale. Est-ce qu'il faut continuer à injecter des liquidités pour soutenir les États notamment et les banques, ou bien faut-il relever les taux d'intérêt par rapport à la situation actuelle où l'inflation repart? Il y a une contradiction et on peut penser que, étant donné le statut des banques centrales, qu'elles préféreront sauver les marchés financiers
que sauver les États. Merci. Merci, professeur Morin. Je vous appelle quand même professeur parce que c'était une magnifique leçon et on a bien maintenant un peu l'idée en ordre de toutes les pièces d'un puzzle qui, quelquefois, dans nos têtes, pouvaient être en désordre. On a entendu parler de manipulation des marchés, on a entendu parler d'oligopole, on a entendu parler de coût de la monnaie qui est aux mains d'une poignée, au fond, d'une dizaine de banques. Je garde en tête à la fin du cycle le contribuable qui finira toujours un jour ou l'autre par payer pour tout ça. Madame Chaunet, vous êtes représentante de l'autorité européenne de régulation des marchés financiers. Je vais vous demander de nous dire, ou de nous rassurer même, de nous dire ce que peuvent faire les pouvoirs publics à l'échelon européen et pour empêcher cette finance qui apparemment n'est plus contrôlable par les États pris un à un. Merci. Je vais peut-être commencer par me présenter brièvement et vous dire aussi quelques mots sur l'ESMA. Donc, je suis responsable du suivi de l'innovation financière au sein de l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers. Et je pense que c'est un sujet qui est très pertinent pour la discussion aujourd'hui, puisqu'on sait quel rôle l'innovation financière a eu dans le déclenchement de la crise de 2008. C'est notamment, pour l'évoquer brièvement, les subprimes aux États-Unis. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'innovation financière, elle peut aussi apporter un certain nombre d'aspects positifs pour le consommateur. Et donc, c'est une question de comment on la suit, comment on l'encadre. Donc, je pense que c'est tout à fait pertinent pour la discussion aujourd'hui. Concernant l'ESMA, donc l'autorité européenne de supervision des marchés financiers, juste pour vous préciser, parce que je pense que ce n'est pas souvent connu ou pas toujours très clair, donc la manière dont on intervient, on a un rôle de conseil auprès de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil européen. Donc ça veut dire qu'on peut intervenir en amont des réglementations pour, par exemple, signaler aux législateurs qu'on pense qu'il y a des manques dans la réglementation actuelle. Et ça veut dire également qu'on intervient davantage en aval pour préciser un certain nombre d'aspects techniques sur des lois, des règlements qui sont décidés par la Commission, le Parlement et le Conseil. Donc on a un périmètre qui est un peu similaire à celui de l'AMF en France, donc de l'autorité des marchés financiers en France. Ça veut dire aussi qu'on a un rôle de réglementation des marchés, mais pas des banques directement. Aussi, ce qu'il est très important de souligner, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec les 28-27 pays membres de l'Union européenne. Donc on a aussi un cadre de gouvernance en rapport avec ça, c'est-à-dire que si vous voulez, l'organe de décision de l'ESMA est composé des différents présidents des autorités nationales dans les 27 pays de l'Union. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que l'ESMA et son équivalent pour les banques et pour les assurances, donc l'EBA et l'AIOPA, l'ESMA a été créé dans le sillage de la crise financière. Donc, on a été créé en 2009. Après le constat qui a été fait qu'il y avait un manque de coopération entre les États et donc on avait besoin de se coordonner, d'avoir une réponse homogène. Et donc l'une des missions clés qu'on a, c'est de construire un marché qui soit homogène en Europe pour la protection des investisseurs et aussi pour les prestataires de services, donc pour qu'ils puissent exercer leurs services de manière transfrontalière et encore une fois dans un cadre qui soit le même autant que faire se peut pour les consommateurs. Donc un cadre de protection qui est le même. Alors, beaucoup a été fait dans le sillage de la crise après cette prise de conscience. Donc, une volonté très forte de réglementer davantage,
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a eu un certain nombre de lois, de directives très importantes au niveau européen qui sont seulement en train d'être déclinées au niveau national. Pour nous, vous avez peut-être entendu parler de la directive MIF, ou MIFID en anglais. On a aussi mis en place une supervision des agences de notation qui avaient eu un rôle aussi important dans les titrisations et dans les subprimes. Mais je dirais, toute la difficulté de notre travail, c'est aussi que il est facile a posteriori peut-être de se dire, de se rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné et de penser un certain nombre de remèdes. Il est beaucoup plus difficile d'anticiper ce qui va se passer et comment prévenir une crise future. Et encore une fois, le suivi de l'innovation financière dans ce domaine a un rôle vraiment crucial, puisque c'est par ces évolutions dans le marché qu'on peut avoir de nouvelles crises qui se déclenchent. Alors, quelles sont les grandes innovations financières qu'on voit émerger aujourd'hui? Alors, vous l'avez sûrement vu, c'est dans le domaine public, on parle beaucoup de tout ce qui est FinTech aujourd'hui, donc tout ce qui est nouvelles technologies appliquées à la finance. Il y a déjà quelques années, on a vu le démarrage du financement participatif, le crowdfunding, qui utilise des plateformes Internet pour connecter des porteurs de projets et des investisseurs potentiels. On entend aussi beaucoup parler d'intelligence artificielle. D'autres termes autour de ça, le machine learning, que vous avez aussi sûrement entendu. Toutes les questions autour du big data, donc comment tous les services financiers ou même des sociétés de nouvelles technologies peuvent utiliser nos données d'utilisateurs pour nous proposer des services qui sont ciblés. Et puis, il y a un autre gros sujet qui a fait les gros titres, qui fait les gros titres depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est les crypto-monnaies, donc monnaie virtuelle, crypto-monnaie, technologie de la blockchain. Un sujet qui a attiré beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt des médias, de manière pas toujours raisonnée. Et c'est un sujet qui est très présent pour nous en ce moment. On vient de publier un document important sur le sujet. Et donc, je voulais vous en dire quelques mots aussi pour illustrer un peu de manière concrète comment nous, régulateurs européens, on peut intervenir sur ces sujets. Alors, les crypto-monnaies, donc je suis sûre que vous avez tous entendu parler du Bitcoin. C'est la manifestation la plus connue aujourd'hui de ces crypto-monnaies. C'est quelque chose qui est apparu. Alors, le Bitcoin a été lancé en 2009, donc il a 10 ans aujourd'hui. On a commencé à s'intéresser au sujet il y a à peu près 5-6 ans. On était inquiet de la spéculation, de l'intérêt des consommateurs pour cette nouvelle monnaie. Et on entendait beaucoup de choses sur le fait, par rapport aux critiques du système bancaire, du système financier, l'idée que ces crypto-monnaies allaient révolutionner tout ça, permettre un meilleur, en quelques mots, finalement de se débarrasser du méchant banquier. Alors, en tant que régulateur, on est bien sûr soucieux de la protection des investisseurs et comme je vous l'expliquais, on était soucieux de la spéculation qui commence à se faire autour de ces monnaies, du risque de blanchiment d'argent, de pas mal de fraude. Donc on a émis une première alerte en 2014 sur le phénomène. Et puis en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que comme souvent, les innovations financières, bien, les innovations, elles commencent dans un coin, elles évoluent, elles ont leur vie propre, elles se développent parfois de manière inattendue. Et donc, dans le cas du Bitcoin et de la blockchain, on a vu qu'il y avait un potentiel intéressant dans la technologie sous-jacente, qui pouvait avoir un certain nombre d'applications intéressantes pour les marchés financiers et pour les consommateurs. Donc, quelques exemples concrets pour illustrer des bénéfices. Alors,
il y a des choses assez techniques sur les aspects, par exemple, financement des entreprises. Il y a des réflexions sur le fait que la technologie pourrait faciliter la levée de fonds auprès d'un panel large d'investisseurs. Encore une fois, en éliminant la nécessité d'avoir un intermédiaire, donc en réduisant potentiellement les coûts. Et des applications aussi plus concrètes en dehors des marchés financiers. On entend parler d'applications de la technologie, par exemple, pour des réfugiés qui n'ont pas de compte bancaire, pour lesquels on n'a pas forcément une identité, un moyen d'utiliser la blockchain pour leur virer des subsides, pour suivre l'allocation de ces fonds, et donc une manière très concrète de faciliter une bancarisation, entre guillemets, de personnes qui ne disposent pas d'un compte bancaire. Donc, on a regardé... Je vais vous demander de vous diriger vers la conclusion, d'autant qu'on voudrait vous poser une question. Voilà. Alors, donc, on s'intéresse très étroitement aux bénéfices de cette technologie. Et puis, plus récemment, vous avez à nouveau sûrement entendu parler de ce qui s'appelle des ICO, donc pour Initial Coin Offerings. Donc, c'est des levées de fonds qui sont faits avec des crypto-monnaies. Et là aussi, on est inquiet de la spéculation et du fait qu'il y a eu beaucoup de fraude autour de ces opérations. Donc, on a à nouveau émis une alerte et on a bien précisé, à chaque fois qu'une innovation arrive sur le marché, ce qu'on entend des personnes qui portent ces innovations, c'est que la réglementation n'est pas applicable, que leur cas est tellement spécifique qu'il faut tout remettre par terre. Et donc, en fait, pour ces crypto-monnaies, on vient de publier un rapport qui regarde un certain nombre de cas où la réglementation s'applique. Et quand elle ne s'applique pas, on a alerté les législateurs sur les risques importants pour les consommateurs. Et donc, l'ESMA invite les législateurs européens à se pencher sur les manières de répondre à ces risques, notamment en matière de blanchiment d'argent et d'information de l'investisseur. Voilà. Je vais m'arrêter là, juste pour conclure, juste vous dire que l'innovation financière, encore une fois, a différents aspects et qu'on est très attentif à ça. Voilà. Merci. Je retiens que vous... Merci. Donc, je retiens que vous informez le législateur en amont, que ce soit le Parlement, la Commission européenne ou les États membres, si on espère qu'ils s'intéressent à vos travaux, mais que vous n'avez aucun pouvoir de protection. Je vous demandais si vous étiez notre ange gardien. Non, vous le serez si on veut bien écouter vos avis. C'est comme ça que ça marche. C'est un petit peu, vous avez raison, c'est-à-dire que nous n'avons pas de pouvoir législatif, donc on ne peut pas, l'ESMA ne peut pas décider d'une nouvelle loi. Par contre, on a un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, on peut faire des alertes aux investisseurs, on peut faire des alertes vis-à-vis des prestataires de services, donc par exemple des banques, on peut leur dire « attention, vous ne devez pas faire ça ». Et on peut, comme vous le disiez, donc alerter les législateurs pour leur dire attention, on pense que la réglementation actuelle n'est pas suffisante, qu'il y a des risques qui ne sont pas couverts, ou on peut aussi dire à l'inverse, peut-être qu'il y a des choses qui doivent évoluer dans la réglementation parce que c'est devenu obsolète. Et donc là, on intervient. Oui. Je vous remercie. Ça me rappelle l'histoire, enfin, vous l'avez peut-être vu, c'est dans l'actualité au Canada. Le jeune fondateur d'une plateforme de monnaie numérique vient de mourir. Il n'avait pas jugé bon de laisser les mots de passe à l'un de ses collaborateurs, vous aurez vu ça. Et résultat, plus de 100 000 clients ayant acheté des bitcoins n'ont plus accès à leurs fonds. Ce sont 190 millions de dollars qu'il avait en gestion. Oui, alors il a laissé son ordinateur, mais personne n'arrive à percer l'ordinateur pour récupérer les bitcoins. Professeur Bernier, la faillite de Goldman Sachs a fait l'objet de plusieurs films, un grand spectacle pour lequel tout le monde s'est passionné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image des banques n'en est pas ressortie grandie, l'image des banquiers, l'image des traders. Quelles leçons ont été tirées en Amérique du Nord de cette tempête, des risques inconsidérés pris par les banques, et puis comment ont réagi les Canadiens, le Canada qui est un
un pays modèle, je crois, dans l'art de se remettre de cette crise financière, mais vous allez nous l'expliquer. Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis honoré de revenir en cette salle. Effectivement, en théorie, les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais je vais vous raconter quand même l'histoire des banques canadiennes et des compléments nécessaires pour donner un sens à l'argent. J'ai préparé cette communication avec Chantal Malo, qui travaille à MCE Conseil maintenant, qui est dans la nébuleuse que dirige Léopold Beaulieu, que vous allez entendre tout à l'heure. MCE Conseil, c'est une entreprise, si on reste dans le thème de donner du sens à l'argent, qui fait à la fois du conseil dans la performance, mais dans le développement durable et dans le développement équitable. C'est une entreprise conseil, si vous voulez aller voir leur site web, qui est intéressant. Si vous me permettez 7 secondes de publicité, Stephen Jarilowski, qui a développé la 7e fortune au Canada, la 247e au monde, a décidé de créer une trentaine de chaires de recherche, dont celle dont j'ai hérité il y a quelques années à l'Université d'Ottawa. La fortune personnelle de M. Jarilowski est estimée à 1,6 milliard de dollars canadiens. Sa théorie, c'est que c'est le premier milliard qui est difficile à accumuler. Et je suis assez d'accord avec lui. J'ai énormément de difficultés à me rendre à ce chiffre en ce moment. Le Canada fut, pour faire un pont avec ce que notre animatrice disait, fut effectivement le dernier pays à entrer en récession et le premier à en sortir. Je ne suis pas sûr que c'est grâce à nos banques. Par contre, je vais y revenir dans une seconde. Je suis allé écouter il y a 10 jours les hauts fonctionnaires fédéraux qui se félicitaient de leur brillante gestion de la crise en 2008. Parlait des mauvaises entreprises automobiles américaines qui fabriquaient des autos absolument invendables qu'il a fallu rescaper vu qu'une partie de leurs usines était au Canada à ce moment-là. Il y a eu ce que nous avons appelé les papiers commerciaux parce que les subprimes américaines ont dérapé chez nous aussi et il y a eu des pertes pas particulièrement importantes qui se sont rattrapées en partie par la suite, c'est difficile. Et au Canada, parce que nos ponts et nos routes s'effondraient, c'est pas tout à fait la littérature officielle, là, mais tout ça s'effondrait, on a lancé un grand programme d'infrastructure de travaux publics qui ont permis de relancer l'économie au moment de la crise. Et nous avons une entreprise publique qui s'appelle la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui a facilité le crédit pour que les gens puissent continuer à acheter des maisons, puissent les payer, et donc ça a facilité. Pour revenir un petit peu aux chiffres de M. Morin tout à l'heure, les banques canadiennes ne sont pas dans le groupe de banques internationales dont il parlait, mais ce ne sont pas des tout petites banques. En fait, il y a 6 vraies banques au Canada, si je peux dire ça ainsi. Les 2 plus grandes, la Banque Royale et la Banque Toronto-Dominion, seraient dans l'échelle américaine 6e et 7e en termes de taille. Ce ne sont pas la Banque Royale d'Écosse, par exemple, mais ce ne sont pas des toutes petites banques non plus. Et il y a une banque francophone qui s'appelle la Banque nationale du Canada, dont je vous montrerai tout à l'heure. C'est probablement la seule banque sur Terre, la seule banque capitaliste dont le sigle est un drapeau rouge. Je ne vois pas beaucoup de banques françaises adopter un drapeau rouge comme sigle. Enfin. Et il y a, on y reviendra, j'espère, si j'ai le temps tout à l'heure, le mouvement des jardins, qui est le mouvement coopératif, qui est aussi grand que la Banque nationale en termes d'actifs et qui fait les choses autrement depuis toujours. Alors, pourquoi ça s'est bien passé au Canada? D'abord, il y a un seul régulateur national pour les banques. Il y en a 6 à gérer. Et cette concentration en quelques grandes banques fait on appelle ça des banques à charte chez nous, ont été contrôlées. Je sais que l'humour ethnique n'est plus à la mode, mais elles sont très écossaises, nos banques. Elles sont très conservatrices et elles se sont sorties du pétrin assez facilement parce qu'elles ont des règles serrées, entre autres de capitalisation. Elles avaient, en tout cas, au moment de la crise. Et aucune d'entre elles n'avait fait faillite non plus lors de la grande crise des années 30. Alors, c'est un système qui, dans ce sens-là, est assez solide.
Et il y a ce qu'on appelle chez nous un système d'assurance des dépôts. Alors, si vous avez dans votre compte de banque 50 000 canadiens, en traduction libre, c'est 65 de vos centimes pour un dollar canadien, ce n'est pas le dollar américain. C'est pas... dans le fond, le gouvernement va vous rembourser. Alors, ce système fait que quand l'économie creuse, il n'y a pas de ruée sur les banques parce qu'on se dit de toute façon, nos épargnes sont sécurisées. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'industrie automobile. Les banques ont résisté. Selon le World Economic Forum, le système canadien est un système extrêmement solide qui va survivre une fois à l'autre. La question, et ce sera la deuxième partie de mon propos, c'est si vous dirigez une petite ou une moyenne entreprise et que vous avez besoin d'argent pour développer votre entreprise, ces banques sont solides parce qu'elles ne vous prêteront pas forcément. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de citer Tristan Bernard, « On ne prête qu'aux riches, les pauvres ont trop de difficultés à rembourser », ou les autres, j'ai deux versions à la citation, parce qu'elles vont vous dire, c'est très intéressant votre projet, mais allez à Fonds d'Action ou allez ailleurs, nous, on ne prête pas à ça. Et donc, il y a cette difficulté, dans ce sens-là, de fonctionnement de notre système bancaire. Et il faut autre chose. Alors, j'ai parlé tantôt du mouvement Desjardins. Si je prends l'écosystème québécois un instant, parce que nous habitons deux pays bilingues, n'est-ce pas, le Canada et le Québec, il y a au Québec des fonds fiscalisés de travailleurs, fonds d'action, dont M. Beaulieu va vous parler, le fonds de solidarité aussi, et il y a maintenant deux grandes sociétés d'État à vocation financière. Nous... Petit à petit, je vais y revenir dans un instant, nous avons regroupé les activités financières dans une seule grande entreprise qui s'appelle Investissement Québec. La crise de 2008, pour y revenir une seconde, a frappé durement la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui n'est pas tout à fait votre caisse de dépôt et de consignation, mais qui avait été développée sur ce modèle. Ce n'était pas leur première crise, mais il faut dire que cette fois-ci, ils ont durement écopé, vous allez voir les chiffres dans 2 secondes. Ce n'était pas leur première mésaventure. Vous avez ici le graphique. Ils ont tous les 5, 7, 8 ans, là, vous voyez les petites lignes par en dessous, une crise, on change la direction générale et on recommence. La nouvelle direction nous expliquant qu'ils ont trouvé les lacunes de la gestion ancienne et que désormais ce sera beaucoup mieux. Je vais revenir au monsieur qui dirigeait en 2008 à ce sujet. Et donc, en 2008, ils ont perdu 39,8 milliards de dollars canadiens en pleine crise, entre autres à cause des papiers commerciaux qui étaient mal gérés. Ils avaient tout un modèle de gestion par projet dont le cumul se faisait mal. M. Rousseau, qui s'appelait, m'avait dit que je n'y comprenais rien quand j'avais évoqué cette chose en conférence. Il avait aussi dit qu'on n'allait tout de même pas se chicaner pour une perte de 40 milliards. Moi, je crois qu'on doit. Chaque fois qu'on perd 40 milliards, il faut y penser un petit peu, et que avoir pour une société de 8 millions d'habitants 1% des pertes mondiales en 2008, il fallait quand même y penser un peu, mais il paraît que je suis de mauvaise foi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils avaient trop de papiers commerciaux, on a craint que ces papiers étaient trop adossés dans les hypothèques américaines. Finalement, ça s'est redressé, une partie des pertes se sont auto-corrigées, mais ce n'était pas tout petit. Bon, ils ne sont pas les seuls à s'être enfargés en 2008 parce que CalPERS, qui est l'équivalent en Californie, a perdu 27 % aussi, alors que la moyenne, grosso modo, avait été 18,4 %. Il vous reste 1 minute. Pardon? Il vous reste 1 minute. Et le micro... Déjà? Alors, comme vous voyez, il y a eu... 2 minutes. Il y a eu un grand trou en 2008. L'autre dont je voulais vous parler rapidement, ça s'appelle Investissement Québec. Nous n'avons pas, comme les Français, d'agence de participation de l'État. Nous avons fusionné et refusionné nos différentes sociétés d'État plutôt qu'entreprises publiques, comme nous les appelons, pour en faire une société financière. Et, il faut que j'accélère le pas, si je vous présente ce graphique, alors que le financement privé qui est en bleu faisait un creux en 2008, le financement offert par Investissement Québec, qui est la ligne jaune, elle, cherchait à compenser. Alors, c'est à ça que servent aussi
les entreprises publiques à compenser, à être contre-cycliques. Ce que je voulais dire aussi dans les 3 minutes qui me restent, c'est cette idée qu'on peut voir le financement des entreprises en écosystème. Alors, malgré ce que j'ai dit des banques tout à l'heure, on peut aussi dire que celles-ci vont vous prêter une partie de ce dont vous avez besoin, mais peut-être que Fonds d'action va vous en prêter un bout, qu'Investissement Québec va vous en prêter un bout, que le Mouvement Desjardins. Alors, c'est cette composition multiple qui peut faire une différence. J'ai dit que pour le gouvernement québécois, c'est Investissement Québec qui avait ramassé l'ensemble du système. Si je me permets une allusion maintenant à Ottawa, au gouvernement fédéral, dans le petit cercle rouge en haut de l'écran que vous avez et le cercle en bas complètement, ce que fait Investissement Québec est fait au gouvernement fédéral par 2 entreprises publiques qui relèvent de 2 ministères différents. Le dessin a été fait par quelqu'un qui est dans le cercle au milieu de l'univers. L'ensemble, c'est cette idée qu'on peut faire ça. Et le gouvernement de l'Ontario fait ça complètement différent dans une direction de ministère. Et tout ça pour dire que oui, un système financier, un système bancaire conservateur va bien survivre à la crise, mais que pour avoir une économie, pour avoir du développement économique, il faut un écosystème plus complexe que ça. Et pour oser le développement économique, faire ça autrement. Ce que je voudrais dire qu'il faudrait retenir de la crise au Canada comme ailleurs, et dans 2 des livres que Philippe Bans a dirigés au CIRIEC France, il en était déjà question, le temps que nous avions collectivement au Canada ou ailleurs nationalisé des banques qui allaient faire banqueroute, nous n'aurions pu leur insuffler un peu de logique d'intérêt général. On les a échappés parce qu'on les a laissés devenir privés sans leur avoir un peu inculqué, ne serait-ce qu'une claque en arrière de la tête qui sache quoi faire. Merci. Nous allons... Merci, professeur Bernier. J'aurais voulu vous poser une question, mais là, je vais devoir la renvoyer après si on y arrive. On va... Enfin, si, prenez un micro, mais alors, très vite. Croyez-vous que le Canada ait adopté des mesures, parce que votre dernière ligne, c'est quand même, nous n'allons pas au Canada vers une autre crise endogène, mais nous avons des voisins au sud, 3 points de suspension, on voit bien d'où vient le danger. Est-ce que vous croyez que votre pays a adopté des mesures spécifiques pour se protéger d'une nouvelle onde de choc qui pourrait venir des États-Unis? Non, parce que nous sommes trop fragiles à l'économie. Pardon. Non, parce que nous sommes trop fragiles à l'économie américaine et que s'ils rebrassent encore les cartes, et j'avais dans mes notes côté de page, ils jouent aux alchimistes, nous allons avoir des grands problèmes. Nous sommes toujours en réaction aux Américains. Le déficit du gouvernement fédéral a été creusé les dernières années pour des raisons politiques et donc nous sommes assez mal préparés si nous devons retomber en crise prochainement. Alors, nous allons revenir en Europe avec M. Bruno Moschetto. En Europe, on s'inquiète de cette nouvelle tempête. On se sent pas particulièrement protégé avec certains de nos pays membres de l'Union européenne qui sont encore très endettés. Certains estiment que cette fois-ci, s'il y avait crise, la monnaie européenne pourrait ne pas résister à cette fragilité financière de certains pays, aux besoins de financement de certains de nos États membres de la zone euro. D'autres, pour des raisons multiples et pas forcément économiques, l'espèrent même s'ils ne le disent pas clairement. Partagez-vous cette analyse? Croyez-vous que l'euro, après 20 ans d'existence, soit encore aussi vulnérable? Pour faire fonctionner. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul? Ah bon. Je n'ai pas du tout préparé d'exposé. Je vais certainement rebondir sur deux ou trois notions clés qui ont été exposées par les orateurs précédents. Je voudrais simplement, dans un premier point, faire un peu l'état des lieux. Et dans le second, vous dire comment on pourrait peut-être éviter la crise. L'état des lieux, c'est, je voudrais rappeler que l'intermédiation financière, qui consiste à
orienter la capacité de financement de certains agents économiques vers les besoins de financement d'autres agents économiques, elle relève de deux pôles. Soit le pôle d'intermédiation bancaire, qui fait en France 80% de cette intermédiation, et le pôle de l'intermédiation par les marchés financiers, qui représente en France 20%. Ça, donc voilà, soyons réalistes et voyons quelles sont les proportions. Tout ceci pour vous dire que pour ce qui concerne l'intermédiation bancaire, il n'y a eu aucun problème en France pour les banques qui se cantonnaient à leur métier d'origine, c'est-à-dire collecter des dépôts, n'est-ce pas, au passif, et les employer en octroyant des crédits, voire en acquérant certains actifs, mais surtout en octroyant des crédits pour financer la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit international brut. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est la création monétaire. Alors, la création monétaire qui est propre des banques commerciales et non pas de la Banque centrale, propre des banques commerciales, elles ont tout à fait exercé leur métier d'une façon tout à fait convenable quand il s'agissait de la création monétaire pure, puisque les banques, ça a souvent été dénoncé, mais ce n'est pas fondé. Les banques, certes, créent de la monnaie à partir de rien, c'est-à-dire non pas la planche à billets, mais l'imprimante à dépôt. L'imprimante à dépôt, elle imprime, elle crée des dépôts, mais pas contre rien, contre des créances ou des actifs. Si vous allez voir votre banquier, vous lui dites « je voudrais un crédit », il va vous dire « oui, tout à fait, si vous le méritez, mais qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie de l'argent que je mets à votre compte ?» C'est-à-dire une créance sur moi-même. Un dépôt, c'est une créance sur la banque commerciale en question. Donc elle ne crée pas de la monnaie, elle crée de la monnaie à partir de rien, mais pas contre rien. La même chose pour les banques centrales. La banque centrale, elle crée de la monnaie, elle peut créer de la monnaie ou tout au moins octroyer des financements grâce, à partir de rien, à partir de la planche à billets, mais également là, pas contre rien. Si une banque commerciale va voir la banque centrale, qui va lui dire « je vais créditer votre compte, n'est-ce pas, à mon passif, mais il faut que vous m'apportiez soit des créances que vous avez sur l'économie, soit des actifs que vous avez sur des entreprises. » Donc par conséquent, il y a là une égalité entre le passif et l'actif. Donc il n'y a pas de comportement abusif, que ce soit des banques commerciales ou que ce soit de la banque centrale. Le déficit public. Moi, je ne suis pas du tout inquiet par le déficit public. Pas du tout inquiet. S'il avait servi à quelque chose, le déficit public, s'il sert, n'est-ce pas, à financer des activités de fonctionnement ou des activités d'investissement, des activités de fonctionnement, des activités de fonctionnement qui contribuent à la création de richesses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque nous vivons tout à l'heure, Catherine Gras nous parlait du court-termisme. Il n'y a plus de court-termisme ou de short, il n'y a plus de court-termisme, puisque précisément, nous sommes dans un encéphalogramme plat. Le court terme et le moyen terme et le long terme sont exactement à la même parité, c'est-à-dire taux zéro, taux d'intérêt zéro, taux d'inflation zéro. Donc, par conséquent, nous sommes dans un univers totalement différent. Alors, cela étant posé d'une façon, je dirais, réaliste, comment éviter la crise ? Comment éviter la crise? Tout simplement en faisant de séparer les activités de l'intermédiation. La crise, elle est née, cette crise de 2007, n'est-ce pas? Elle est née du fait que les banques commerciales sont sorties de leur métier d'origine. Elles sont sorties de leur métier d'origine alors qu'elles ont des responsabilités énormes en matière de collecte, de responsabilité monétaire. Quand elles collectent des dépôts, elles assument des responsabilités monétaires et il faut qu'elles soient garantes avec la tutelle de la Banque centrale, bien sûr, de la valeur relative de la monnaie. Je ne dis pas la valeur absolue, mais la valeur relative de la monnaie. Puis les banques qui sont rentrées en crise, ce n'est pas la banque Pouyanné à Orthez, qui n'a aucun problème. Quand on demandait au président de la Banque Pouyanné à Orthez, est-ce que la crise, il a dit, la crise, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, n'est-ce pas? En revanche, il y a de très grandes banques européennes, dont des Suisses, n'est-ce pas, qui ont voulu jouer dans la cour des marchés financiers
et qui sont sortis de leur métier d'origine, c'est-à-dire de collecter des dépôts et d'octroyer des crédits. Alors il y a eu les banques suisses, il y a eu des banques allemandes, il y a eu des banques anglaises. Les banques françaises s'en sont à peu près sorties, mais il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de grand drame. Mais toujours est-il qu'elles ont à un moment donné dû faire augmenter leur capital en faisant rentrer des fonds souverains pour précisément respecter les règles de solvabilité. Mais il n'y a pas eu de véritable problème. En revanche, il faut bien sûr, il faut séparer ces activités. Et là, on s'aperçoit que les banques ne veulent rien entendre, ne veulent rien entendre. Quand Pierre Moscovici, pour répondre aux engagements de François Hollande, a tenté de séparer les activités dites de marché et les activités bancaires, il n'a rien séparé du tout. Ça a été un véritable leurre, voire un simulacre, puisqu'il y a 1% des activités qui étaient logées dans les bilans des banques qui ont été séparées et filiarisées. Il n'a donc rien fait. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on a fait un peu mieux, mais nous, on n'a pas séparé grand-chose. Donc il faut absolument séparer les activités et empêcher les banques collectrices de dépôts et qui donc par conséquent ont la responsabilité de gérer la monnaie, cet élément de l'ordre social fondamental, de ne pas aller jouer dans la cour des marchés financiers. Et là, quand Michel Barnier a proposé, sous les conseils de Liikanen, a proposé une directive, n'est-ce pas, pour tenter de séparer aussi bien que possible les marchés, les activités, il y a eu un rejet de la part des lobbies allemands et français pour que l'on ne le fasse pas. Et même le gouverneur de la Banque de France de l'époque, quel était son prénom, Noyer, Christian Noyer a considéré, dans le Figaro du 10 juillet, je crois, 2015, a considéré que Michel Barnier avait des propos qui étaient irresponsables. Il essayait de faire son métier de gardien de l'ordre public. Alors, donc il faut absolument être docile. Il faut être docile et se dire qu'on ne va pas soi-même, n'est-ce pas, être tenté par le suicide et de ne pas aller jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre et qui ne nous appartient pas, ou tout au moins elle est régulée par d'autres mécanismes. Alors là, je terminerai, avant d'arriver à ma conclusion, il serait temps d'adopter les recommandations d'Olivier Blanchard, qui, je crois, en 2012 ou 2013, avait recommandé à Mario Draghi, qui courait désespérément après l'inflation, bien de passer le taux de cible de celle-ci de 2% à 5%. Et ça n'a pas été fait, comme vous l'imaginez. Et Mario Draghi, il a bien entendu fait du quantitative easing qui n'a servi à rien. Ça a été un coup d'épée dans l'eau puisque ça n'a pas été alimenté l'économie réelle. Ça a été se mettre sur les marchés financiers. Ça n'a donc aucune espèce d'intérêt pour sortir, pour éviter la crise. Parce qu'on peut éviter la crise si précisément on a un retour d'une inflation maîtrisée et un retour de taux d'intérêt qui ne soient pas des taux d'intérêt zéro, ce qui permettrait aux banques traditionnelles, aux banques commerciales, de faire leur métier de financement de l'économie réelle, c'est-à-dire de collecter des dépôts, peut-être rémunérés ou peu, et puis de prêter à des taux qui soient tout à fait confortables. Ce n'est pas le cas, et les banques à l'heure actuelle, pour pouvoir gagner de l'argent, doivent se livrer à d'autres activités ou pratiquer des commissions qu'on peut qualifier d'abusives, ou aller vers les marchés financiers. Donc tout ça, c'est très mauvais. Il faut absolument avoir la discipline de se dire il ne faut pas aller jouer dans la cour des autres qui n'est pas la nôtre, mais faire notre métier traditionnel. Et là, on évitera, n'est-ce pas, toutes les crises dites systémiques ou ponctuelles. Il y a la crise systémique qui peut nous atteindre si nous pratiquons toujours, si nous ne mettons pas un terme à cette confusion des deux centres d'intermédiation financière auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et si nous ne faisons pas ça, et si nous n'avons pas une inflation, un retour à une inflation libératrice. Songez, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas plus conservateur en matière monétaire que Raymond Barre en 1978, en 1981, pardon, 78 et 81, quand il a quitté le pouvoir, il était à la fois, il était ministre de l'économie et des finances, le taux d'inflation était de 15% à l'époque, ce qui veut dire
qu'un accédant à la propriété, lorsqu'il empruntait pour acheter un immeuble, n'est-ce pas, voyait sa dette effacée en valeur relative, non pas en valeur absolue, effacée de 50%. 50% au bout de 3 ans. Par conséquent, c'était merveilleux. Vous posez une question. Est-ce que les Allemands accepteraient qu'on remonte à ces taux d'inflation? Ah mais ça, dites-moi, je crois que nous sommes un pays indépendant, n'est-ce pas? Nous sommes un pays indépendant, pointe à la ligne, on le fait, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure comment on pourrait le faire, mais il est évident qu'il faut sortir de cette phobie de l'inflation. Il faut se dire, cette phobie de l'inflation, avec un... Je donne juste encore un exemple. Si nous avons un taux d'endettement qui est soi-disant toujours dénoncé de 100%. 100% de dette, c'est-à-dire un stock, et 100% de PIB, c'est-à-dire un flux. 100%, alors, 2000 milliards. Si on avait un taux d'inflation de 5%, ça voudrait dire qu'on pourrait voir notre dette effacée, tenez-vous bien, de 5% de 2000 milliards, c'est-à-dire de 100 milliards, c'est-à-dire 10 fois la masse ou la marge de manœuvre qu'a bien voulu concéder pour calmer les manifestants de la crise. Donc on pourrait avoir 10 fois plus simplement en ne demandant rien à personne. 10 fois plus en ne demandant rien à personne si on retournait vers comment dirais-je, un environnement qu'on a connu en 1981 et qu'on a malheureusement totalement oublié. Et c'était l'inflation, ça peut être un vice, mais ça peut être une vertu si ça a permis d'effacer les dettes, n'est-ce pas, et par conséquent d'animer, de relancer l'économie et de faire un peu de deficit spending. Keynes, qu'on a complètement oublié depuis 1983, puisque nous vivons dans un système de désinflation compétitive ininterrompue. Il n'y a plus de politique contracyclique depuis 1983, ce qui est tout hautement condamnable. Parce que ça condamne également les politiques, parce que les politiques n'ont pas pu mettre en place une politique qui précisément remplace la politique de la demande, qui remplace la politique de l'offre, et qui nous a tous condamnés à cet encéphalogramme plat et à nœud et pas de croissance. Voilà. Merci, Monsieur Moschetto. Je ne suis pas sûre que ça marche. Ça marche? Non. Le micro ne marche pas. Je vais vous demander l'autre micro. Voilà. Merci, Monsieur Moschetto. C'est une école de pensée qui a beaucoup cours aussi en Italie. C'est le vrai débat aussi que doit se poser l'Europe aujourd'hui. Merci de l'avoir donc élargi cette réflexion à la théorie pure. Que faut-il faire pour revenir dans relancer la dynamique de l'économie? Nous allons clôturer ici cette table ronde parce que nous n'avons plus de temps malheureusement pour discuter au-delà. Je remercie chacun d'entre vous de sa participation, de ses efforts pédagogiques pour moi particulièrement, qui ne suis pas nécessairement du secteur. Et puis je vous invite à prendre on a 4 minutes de pause si vous avez des choses à faire avant la prochaine table ronde. Merci.